Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau plateau télé du CIAN, le Salon des Industries du Grand Sud. On va s'intéresser au savoir et aux compétences dans les entreprises et notamment on va parler de transmission entre les générations, mais pas seulement. Et ça sera avec les membres du Club des offreurs de solutions. Je suis en compagnie de Jean-Patrice Gasque, François Chaillès et Anthony Baptiste. Madame, messieurs, bonjour. 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 Jean-Patrice Gasque, vous êtes président du Club des offreurs de solutions, également consultant en stratégie et organisation industrielle. À vos côtés, Françoise Chaillès, vous êtes donc consultante associée du cabinet Esprit RH et également membre du Club des offreurs de solutions sur la partie RH. Exact. Et on va terminer avec Anthony Baptiste, qui est formateur notamment en neurosciences et vous êtes également le dirigeant fondateur de Mouton Rose et évidemment aussi membre du Club des offreurs. Absolument. Alors, le Club des offreurs de solutions, ça fait quand même quelques temps qu'on n'en a pas parlé, donc on va revenir un petit peu sur votre actualité et peut-être tout d'abord nous rappeler quel est l'esprit, quel est l'objet de ce club. Alors, l'objet de ce club qui a été créé à peu près il y a 5-6 ans, c'est de mettre en relation des projets industriels avec des offreurs de solutions, c'est-à-dire des entreprises qui ont des compétences dans l'industrie du futur, telle que l'a définie l'Alliance Industrie du Futur il y a 6 ou 7 ans. Aujourd'hui, combien de membres sont au club ? Aujourd'hui, on est 166 membres. Et on ne cesse que de vouloir se développer pour que les industriels qui ont des projets de transformation, qui ont des projets très ciblés, puissent avoir un panel d'experts à leur disposition où ils puissent aller chercher la bonne compétence dans ce club. Alors un panel d'experts, ça veut dire que finalement le club adresse tous les secteurs d'activité ? Oui, parce que l'important, c'est en fait de répondre à tous les besoins et surtout aux enjeux qu'il y a aujourd'hui de l'industrie qui a la nécessité de se transformer, de s'adapter. C'est un peu aussi le sujet de notre table ronde d'aujourd'hui, de s'adapter au personnel que l'on a qui rentre dans les entreprises, qui souhaitent vraiment intégrer de la nouvelle compétence, intégrer des talents et qui n'ont pas forcément justement la compétence voulue et ciblée initialement. Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler de transmission intergénérationnelle, mais finalement, quelle est la problématique que vous, au sein du club, vous avez identifiée auprès de vos entreprises clientes et adhérentes ? La problématique, je pense, des entreprises, c'est qu'elles doivent se repenser, elles doivent s'adapter, on va dire, à toute la mutation de la nouvelle génération qui est sur le marché du travail, de l'ancienne qui se pose, des anciennes qui se posent aussi beaucoup de questions sur leur positionnement dans l'industrie et au travail. Et donc du coup l'entreprise doit s'adapter parce que c'est un constat qui est vraiment global et général, quelle que soit l'activité, qu'on soit dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans les services, dans toutes les entreprises aujourd'hui. On a des problèmes de recrutement, c'est pas parce qu'on n'a personne en face, c'est parce qu'on cherche la compétence ciblée alors qu'il faut peut-être chercher du savoir-être. Alors du savoir-être plutôt que du savoir-faire, pour le coup. Françoise, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous diriez, comme Jean-Patrice, que finalement on arrive un peu à la croisée des chemins en matière des compétences des entreprises ? Alors, j'adhère totalement. Aujourd'hui, il est nécessaire que les entreprises puissent identifier les compétences qui leur sont nécessaires pour adresser les activités, les bonnes compétences. Capitaliser ces bonnes compétences, pouvoir ensuite mettre en œuvre des systèmes qui leur permettent de transmettre ces compétences par les plus sachants, auprès des nouveaux embauchés par exemple, ou au travers de parcours en interne au sein de l'entreprise. Favoriser cette notion d'équipe. Alors justement, comment on fait pour travailler sur la notion d'équipe en interne dans une entreprise ? Déjà, il y a 3 dimensions qui vont permettre cette performance au sein de l'équipe. On en entend beaucoup parler aujourd'hui de l'inclusion, de pouvoir faire en sorte qu'une compétence intègre une équipe et soit inclue au sein de cette équipe, d'assurer cette influence au sein de l'équipe, de pouvoir lui permettre de prendre en charge ou d'être prise en charge. Là encore, on a une relation qui pourrait être celle du mentoring reverse ou de lead-co-lead, d'accompagnement interne, et en dernier lieu de garder une grande ouverture pour laisser aux compétences la possibilité de s'exprimer. D'accord, alors vous soulignez tout à l'heure les sachants et les non-sachants, ça veut dire que finalement cette transmission, elle n'est pas simplement entre les générations. Alors, pas entre les générations au sens d'âge. On va avoir aujourd'hui une complexification des parcours professionnels
qui font qu'on n'est plus dans un schéma, un vieux schéma de je me forme, j'accède à l'emploi jusqu'à ma retraite. Aujourd'hui, on a des parcours professionnels entrecoupés qui nécessitent de pouvoir être agile, se repenser. Et c'est là où je rejoins Jean-Patrice, pour pouvoir mettre en œuvre et accompagner avec le Club des offreurs de solutions la mise en œuvre des conditions qui vont permettre aux entreprises d'identifier les bonnes compétences, les bons moyens de les transmettre auprès des bonnes personnes. D'accord, donc d'un côté, identifier qui détient finalement le savoir-faire dans l'entreprise et de l'autre côté, inviter des salariés ou des nouveaux collaborateurs qui ont le savoir-être nécessaire pour les comprendre. C'est bien ça, s'il faut résumer? C'est complètement ça. Très bien. Anthony, Oui. et vous allez nous parler de finalement ce que pensent les individus, quelque part. Ce que quoi, pardon? Ce que pensent les individus. Oui, absolument. Alors, évidemment, il y a tout ce qui est transmission des outils, des méthodes de travail, de production. Et il y a aussi donc forcément l'approche humaine, parce que ce qui est très important, c'est de comprendre ce qu'on appelle les mécaniques décisionnelles des individus. Et par ce fait-là, justement, s'adapter sur leurs modalités, voire même de les accompagner, et de donner du sens à pourquoi je travaille ici avec vous dans votre entreprise et pas ailleurs. Alors stop, mécanisme décisionnel des individus, je veux une définition. Sans souci, je vais vous donner ça de façon simplifiée. Dans la vie, depuis des millions d'années, on a toujours les mêmes modalités de fonctionnement. Il y a des choses qui vous mettent en mouvement et d'autres qui sont totalement aversifs. Et donc, nous avons chacun des éléments qui vont nous donner du mouvement au sein d'une entreprise, si on reste sur le sujet. Et il y en a d'autres qui vont être une aversivité absolue chez un individu, mais qui ne sera peut-être pas forcément le même par rapport à son voisin et sa voisine. Le but du jeu, c'est de comprendre ces modalités pour justement comprendre ces stratégies et donc les adapter par rapport à l'activité de l'entreprise. Et donner du sens, ça donne de la fidélité des salariés au sein de l'entreprise et surtout, ça donne de la pérennité et justement de la connexion intergénérationnelle qu'on traitait tout à l'heure. Et dans notre réseau, c'est tout un panel de services qui sont là derrière qu'on peut offrir aux entreprises pour pérenniser l'entreprise et donner une certaine garantie au niveau des relations intergénérationnelles et interpersonnelles. Alors j'ai quand même une question par rapport à ça. Vous l'avez dit, c'est individuel quelque part. Comment est-ce qu'on arrive à rendre formatable ou multipliable ce que va penser l'individu par rapport à un dirigeant ou un cadre supérieur? Comment on va savoir comment réagir par rapport à une personne, puisque par définition, ce sont des dispositifs de pensée intimes et personnels? Alors, je ne vais pas dire c'est simple. Le but du jeu, c'est de comprendre simplement les modes de fonctionnement des individus. Si je suis manager, je suis gérant d'une entreprise, directeur, responsable d'un service, peu importe. Si je garde ma posture et que je reste sur ma posture, je vais me connecter, je vais matcher avec des individus, il n'y a pas de souci. Mais les soi-disant mauvais élèves, les moutons noirs qu'on peut trouver dans les structures ne sont pas forcément des moutons noirs ou des mauvais élèves. Si je comprends leurs modalités de fonctionnement, je vais pouvoir m'adapter tout en gardant la même stratégie, le même cap, et de par ce biais-là, de les motiver, de leur donner du sens au sein de l'entreprise. Après, c'est du sur-mesure, donc c'est difficile d'expliquer ça en 2 minutes. Mais si on prend le temps un jour sur ce sujet-là, je peux vous exposer là-dessus des détails au cas par cas. Ce sera avec grand plaisir. D'accord. Non, mais c'est possible en tout cas, c'est duplicable. Ah, c'est tout à fait possible, bien entendu. Jean-Patrice, on voit bien que là, l'enjeu finalement, d'un point de vue macro, c'est l'adaptabilité des entreprises. Alors, c'est l'adaptabilité des hommes et des entreprises. Je pense que l'entreprise sans les hommes ne vaut rien. On le sait très bien. Il y a le produit, mais aujourd'hui, je défends depuis quelques années maintenant le fait que malgré qu'on soit dans l'industrie du futur, malgré qu'il y ait de nouvelles technologies, malgré qu'il y ait tout un panel de technologies qui nous arrivent sur le marché, l'homme reste quand même central de l'entreprise et encore plus aujourd'hui qu'hier. Donc il y a des nouveaux métiers, il y a des nouvelles relations entre personnes qui émergent. L'humain est encore plus complexe aujourd'hui qu'il n'était hier. Le fonctionnement, on va dire, de l'entreprise devient complexe. On n'est plus sur des fonctionnements râteaux, on n'est plus sur des fonctionnements de communication verticale, on est beaucoup plus sur du circulaire, on est beaucoup plus sur du travail collaboratif, tout en gardant une structure qui est importante de l'entreprise, en gardant un cadre, puisqu'on est dans un cadre, on n'est pas dans... Il y a des modalités d'entreprise libérées,
mais elles ont beaucoup de bienfaits pour les salariés, mais elles ont aussi leurs limites. Donc c'est vraiment essayer de trouver un juste milieu. Et la plus grosse difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est au niveau des dirigeants qui sont, on va dire, un peu désabusés, parce qu'on cherche un soudeur, on cherche un métallier, on cherche qu'on ne trouve pas, et on est obligé de s'adapter sur des personnes qui ont envie de travailler. Il ne faut pas croire que les jeunes n'ont pas envie de travailler. Il ne faut pas croire que les personnes n'ont pas envie de travailler. La seule chose qu'ils ont envie, c'est d'être heureux au travail. En fait, beaucoup plus aujourd'hui qu'hier. Cette notion de bien-être au travail, d'appétence dans ce que je fais, de m'éclater dans pourquoi je me lève le matin, quel que soit le poste de l'entreprise, ça a été complètement démesuré depuis le Covid. Et tout le monde veut aujourd'hui dire moi je me plais dans mon travail. Et il y a un autre phénomène qui est en train d'arriver, ou qui est arrivé déjà depuis un certain temps, c'est que si ça ne me plaît plus, je change. Je change du jour au lendemain. C'est assez violent. Parce que les dirigeants vont miser sur des compétences, vont miser sur la formation, et ils vont être complètement désabusés parce qu'ils vont dire cette personne-là, ça fait 6-8 mois, elle est super, elle est géniale, elle me fait du bon boulot. Et du jour au lendemain, il passe à soudeur, à mouiller dans le Roquefort, et sans avoir du tout on va dire, de cause à effet. Ils ne comprennent pas. Donc derrière, on va repasser pendant 8 mois pour former quelqu'un d'autre, et là, ça va être très compliqué. Sans parler du moral, sans parler de tout ce qu'il y a derrière, qui peut engendrer aussi des baisses de régime. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il faut se repenser, il faut être très agile sur la formation, il faut être très agile sur la façon dont on va recruter les gens en disant il a envie de bosser, il a du savoir-être, donc je veux le garder. Il faut axer sur la polyvalence, il faut axer sur le fait que la personne soit bien dans son cadre de travail, quel que soit le travail qu'il fait. Il n'y a pas de sous-métier, et de là, espérer que les personnes vont rester le maximum de temps possible, sachant que rien n'est sûr aujourd'hui. Françoise Chaillès, vous confirmez ? Ah oui, là encore, j'adhère totalement. De toute façon, on est relativement en ligne. Heureusement, les gens viennent au travail pour travailler. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est qu'ils ont envie d'en être, ils ont envie de contribuer. On le voit notamment au niveau des processus de recrutement que l'on peut conduire pour nos clients, où l'audit des candidats, l'interview démontre que les personnes ont envie d'en être. Ils ont envie d'avoir de l'autonomie, ils ont envie de pouvoir collaborer, co-élaborer, être partie prenante à la fixation des objectifs de l'entreprise, à leur mode de réalisation. Donc oui. Très bien. Anthony, oui, vous vouliez rajouter ? Je me permets, oui, parce que je voudrais en complémentarité de vous deux. En fait, un des cocktails de la réussite, c'est de leur remettre ce qu'on appelle leur dose, D-O-S-E. Satisfaire la dopamine, notion de plaisir, l'ocytocine, le lien humain, la sérotonine, c'est la reconnaissance de l'autre, et les endorphines, c'est une notion de bien-être au sein de l'entreprise. Si vous réussissez ce cocktail parfait, vous optimisez la notion de sens et la fidélisation des équipes au sein de votre entreprise. C'est un petit tips. Oui, c'est facile à retenir. Donc du coup, ça veut dire qu'on va transformer un mouton noir en mouton rose ? Pourquoi pas ? Très bien. Peut-être pour conclure, Jean-Patrice, on voit que c'est une question importante, celle de l'adaptabilité, celle finalement de la transmission intergénérationnelle. Si je suis un chef d'entreprise et que j'ai des questions, est-ce que je peux solliciter le club des offreurs de solutions pour cela ? Oui, bien sûr, parce qu'on a tu le sais, Martin, on a vraiment dans le club autant des offres de solutions qui sont axées sur la nouvelle technologie, sur les nouveaux modes, on va dire, de travail. Mais on a aussi beaucoup d'offres de solutions qui travaillent sur l'humain, qui travaillent sur du coaching professionnel, qui travaillent sur de l'accompagnement du dirigeant, justement, sur toutes ces nouvelles approches managériales. Et donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher du club parce que et surtout, il ne faut pas qu'il se reste seul, parce qu'en restant seul, c'est un engrenage, une spirale qui est très difficile derrière de remonter, parce qu'on est complètement désabusé et on ne comprend pas des réactions, on ne comprend pas pourquoi les gens réagissent comme ça du jour au lendemain, alors que c'est jamais arrivé dans leur vie professionnelle avec des années et des années de direction générale. Il y a des choses qu'ils ne voient pour la première fois, et là, il faut vraiment qu'on les aide parce que
Et on a un gros panel d'offreurs de solutions au niveau du club, justement, qui travaillent sur cette partie-là humaine, parce qu'on est au cœur de l'entreprise une fois de plus, quoi. Très bien, madame, messieurs, merci pour vos explications. Merci à Merci. vous. Et rendez-vous au Merci, club. Martin. À très bientôt.